Yaorana, merci de nous rejoindre sur TNTV. Voici les titres de votre journal. Une journée pour convaincre qu'on peut sauver une vie. La journée polynésienne du don d'organes est l'occasion d'évoquer l'histoire de Francis, miraculé après une greffe. Vous entendrez son témoignage. Un 26 avril particulier en matière de sécurité routière avec les 20 ans de l'opération Halte à la prise de risque sur les routes. Quel bilan depuis 2005 et comment faire mieux? Élément de réponse avec le capitaine Daniel Fabriga, notre invité ce soir. Et puis nous parlerons environnement avec cette opération dépollution au parc Vailei. Et vous verrez que les pollueurs ne prennent pas le week-end. Près de 50 tonnes de déchets ont été retirées. Enfin, elle s'appelle Jessica Tran. Elle s'assume sur les réseaux sociaux comme la biologiste qui zozote. L'influenceuse aux 34 000 followers est sur TNTV ce soir. Rencontre avec celle qui bouscule les codes en maniant science et humour. Un don, un organe et une vie qui peut être sauvée. C'est le message de la journée polynésienne du don d'organes. Un message essentiel, surtout quand on connaît ce taux record de refus de don d'organes. En 2024, il est de 71%. Dans les jardins de Paufei ce matin, des actions de sensibilisation, une initiative conjointe du centre hospitalier et de l'association Un don de vie. Et la vie, c'est par exemple celle de Francis. Il y a 21 ans, son pronostic vital était engagé. 21 ans plus tard, il témoigne devant notre caméra. L'histoire du doyen des greffés de Polynésie est une suite de chiffres. 20% de capacité cardiaque, 2 infarctus, 2 ans pour avoir un donneur. Et à 81 ans, vous allez voir dans ce reportage de Mere Teato qu'il parle de ses multiples vies avec humour. Regardez. Aujourd'hui, tu as quel âge? Alors j'ai 21 ans, mais plusieurs fois. Greffé du cœur en 2004 en France, c'est tous les 4 mois que Francis Gazo fait sa visite médicale au CHPF du Taoné. Et chaque année, il effectue une coronarographie pour vérifier le bon fonctionnement de ses artères et de son nouveau cœur. Bilan. C'est une chance extraordinaire parce qu'il y a 21 ans, on m'a dit il me reste 3 mois à vivre. 21 ans après, tu vois, je suis là, je suis en forme, je prouve aux gens qu'une greffe, ça marche, si on respecte certaines règles. Parce qu'il y a quand même un travail à faire, c'est-à-dire prendre son traitement régulièrement et surtout sérieusement, tu vois. Avoir une vie saine, avoir une activité physique, ne pas prendre d'alcool, ne pas prendre de cigarettes ou autre chose encore, tu vois. Et pour vivre normalement, encore faut-il franchir le pas. Une étape primordiale quand on sait qu'en 2024, la Polynésie a atteint un taux record de refus de dons d'organes, soit 71%. C'est le plus haut qu'on ait jamais eu depuis que l'activité existe sur le territoire. Habituellement, il se trouvait autour de 50-55%. Pourquoi il était si haut l'année dernière, on ne peut pas vraiment le dire, mais on va tout faire pour qu'il baisse, en tout cas. On a fait 170 greffes depuis que l'activité existe au Fénois, depuis 2013. 33 sur donneurs vivants, 137 sur donneurs décédés. Donc c'est quand même des chiffres qui sont encourageants malgré un haut taux de refus. Notre bataille, c'est vraiment de faire baisser ce taux de refus. Mais bien sûr qu'on espère pouvoir après évoluer et faire d'autres greffes sur le territoire pour toujours éviter aux patients d'être évassanés, de devoir se séparer de leur famille. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont en attente. Il y a beaucoup de gens qui demandent, qui sont en dialyse. Tu vois, et c'est des gens qui peut-être un jour vont se diriger vers une greffe. Et donc, c'est là où il faut que les gens soient conscients que le don est important. Et autre parole forte et puissante, celle de Destiny. Elle a 15 ans lorsque sa vie bascule, un conducteur ivre, un accident de la route. Et la voilà, tétraplégique. Un témoignage bouleversant que TNTV vous propose ce soir, juste après ce journal. Écoutez ces mots, ces émotions, mais aussi l'espoir d'une nouvelle vie dans cet extrait. Là, il nous sort un jugère et 5 secondes après, il y a eu du coup l'accident. J'ai réouvert les yeux, j'étais à moitié éjectée du véhicule. J'avais les jambes sous le siège du conducteur et le haut du corps. Le haut du corps
pendu en dehors de la voiture. J'avais la tête en bas. Et du coup, moi je comprenais pas. Enfin, j'avais compris quand même que j'avais eu un accident. J'appelais à l'aide et puis au moment où j'ouvre la bouche, je me rends compte que j'ai énormément de mal à respirer. Du coup, c'est du Ce témoignage résonne en cette journée spéciale. Yaourana, Daniel Fabriga, vous êtes gendarme, officier adjoint à la sécurité routière. On fête les 20 ans de l'opération Halte à la prise de risque sur les routes. Ce témoignage est l'occasion de faire une piqûre de rappel. Tout à fait, ça fait 20 ans maintenant que nous existons avec l'association Halte à la prise de risque sur nos routes. Un petit bilan de ces 20 ans, nous étions à plus de 60 morts en 2005. Nous sommes descendus sous les 40, donc dans la trentaine de morts, donc toujours trop bien sûr, mais en 20 ans. Et la tranche d'âge que nous visons dans l'association HPRR, c'est la tranche des moins de 25 ans, entre 17 et 25 ans. Et cette tranche d'âge, elle a baissé de presque 30% entre 2005 et aujourd'hui. C'est ce type de témoignage qu'on entend lors de ces journées halte à la prise de risque, des mots forts, des images chocs. On peut dire que le levier, c'est l'émotion. Oui, on joue beaucoup sur l'émotion, on essaye de faire justement, de projeter des images et être assez choc parce qu'il faut que ça rentre dans les mœurs, il faut que ça rentre dans la culture polynésienne, que l'accidentologie sur la route, c'est pas normal. Et en fait, nous avons aussi un témoignage d'un motard, quelqu'un qui s'occupe de faire du motocross, qui est très poignant aussi, qui a eu des accidents. Et on essaie de jouer beaucoup sur l'émotionnel pour que ça fasse rentrer aux jeunes ce qui est la dangerosité sur la route. Cette opération est devenue incontournable depuis 2005. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui dans les grandes lignes ? Bon, dans les grandes lignes, on est quand même, comme je disais, on a quand même touché quasiment 1000 personnes par an. Ça fait presque 20 000 personnes qui ont été touchées. Le créneauage, c'est entre 17 et 25 ans. Donc on essaye vraiment d'inculquer à cette jeunesse polynésienne la dangerosité et on ouvre tout le domaine. On a beaucoup d'intervenants, que ce soit gendarmerie, que ce soit orthopédistes qui montrent des images chocs avec un lagage assez cru d'un chirurgien. On a également un pompier qui montre les gestes de premier secours. Nous avons également donc, les auto-écoles qui interviennent et aussi nous avons la COSODA, donc les assurances qui interviennent. Tout ceci en fait nous permet de toucher un peu à tout le paysage de la sécurité routière et les sensibilités sur une journée complète. Et l'objectif, c'est qu'au bout, on leur pose en fait des questions, un questionnaire qui nous permet de voir s'ils ont bien assimilé. Avec des formations aussi. Avec des formations. C'est ça l'objectif. Tout à fait, voilà, avec des formations. Et les meilleurs, mais ceux qui ont le mieux écouté, qui ont le mieux répondu donc, à ces questions, se retrouvent donc avec une formation complète au permis de conduire d'offerte par l'association. Quel bilan précisément sur cette journée ? Aujourd'hui, nous avons offert 12 formations au permis de conduire, 8 formations au brevet de sécurité routière. Et après, divers lots comme des bons d'achat pour les casques, pour les téléphones portables et d'autres. Et cela, ça se passe à Tahiti. Ça se passe à Tahiti. Les îles ne sont-elles pas un peu oubliées finalement dans Alors, l'histoire ? nous allons en général, le mois de février, nous allons faire donc une journée sur Moorea. On est très, très aidé et très apprécié donc, par la mairie de Moorea qui nous accueille. Et c'est vrai que donc, le reste, les 5 côtes se font sur l'île de Tahiti. On a pour projet, on a encore discuté aujourd'hui avec mes camarades, d'essayer de monter quelque chose pour essayer de se projeter sur Raiatea, mais bon, on va y travailler. Et on va rappeler les conditions d'inscription à ces journées. Les conditions d'inscription, il suffit d'aller sur le site de la gendarmerie, sur le site Facebook, la page Facebook, et en fait on ouvre les inscriptions le lundi donc de la semaine où le samedi aura lieu la journée. Des milliers de jeunes inscrits depuis 20 ans, on peut le dire. 20 000. 20 000. Ouais, 20 000 jeunes d'inscrits. Là encore aujourd'hui, on était plus de 140 aujourd'hui. Donc on a eu un gagnant que ça faisait 5 fois qu'il venait. Donc voilà, c'est tout bénéfice pour nous. Ça fait 5 fois qu'il passe toute la journée avec de la prévention routière. C'est tout bénéfice. Avec un message qui reste identique, réduire l'accidentologie, sauver des vies. Ouais, sauver des vies, réduire l'accidentologie. On s'aperçoit que maintenant, on arrive un petit peu à réduire les jeunes sur les routes. On arrive à peu près à réduire. On bascule sur les tranches de 35-50 ans où on a un peu plus de difficultés à l'heure actuelle. Donc voilà, le message à passer, c'est que c'est pour tout le monde. Il y a d'autres façons de profiter de la vie et il faut vraiment faire attention. Est-ce que ce sont des journées qui sont amenées à évoluer, peut-être sous une autre forme ? Pour l'instant, on est vraiment resté pour essayer de toucher au maximum de personnes en faisant intervenir tous les partenaires de la sécurité routière. Et ça peut s'ouvrir, ça peut évoluer. On fera en sorte de le faire évoluer en fonction, je dirais, des personnes à toucher. L'évolution, en tout cas, sera géographique, comme vous le disiez. Géographique. Pour l'instant, on va essayer d'évoluer géographiquement pour essayer de toucher un maximum de personnes.
Merci Daniel Fabriga. L'opération Halte à la prise de risque sur les routes se décline encore, on va le dire, sur 2 dates pour l'année 2025, le 17 mai et 14 juin prochain. Et ce sera toujours à l'Université de Polynésie française, donc à Punaouia. Merci. Je vous le disais en titre, près de 50 tonnes de déchets ont été retirés ce samedi au parc Veirei, une initiative de l'association Mama Natura. On peut parler d'un triste record sous la pluie, mais avec l'engagement de plusieurs petites mains, notamment celle de quelques visages connus. À Punaouia, Nicolas Pérez. La pluie n'a pas découragé la cinquantaine de bénévoles et agents communaux de Punaouia venus nettoyer les abords du parc Veirei. Une énième action de dépollution qui aura atteint des records. Alors pour l'instant, 76 tonnes collectées et on a encore d'autres bacs qui reviendront pour la collecte. Il y a eu 2 bacs de 20 tonnes et un bac qui est en cours de remplissage de 36 mètres cubes, donc 36 tonnes. Un triste constat que l'adjointe au maire attribue non pas à une carence de communication, mais à un manque de civisme. Je constate beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de mauvaise volonté aussi. Par exemple, les bornes à verre, il y a une borne à verre à côté, ben non, on ne va pas jeter dans la borne à verre, on jette à côté de la borne à verre. Moi, je dis que c'est de la paresse. Pourquoi le geste, le fait de mettre la bouteille dans la borne à verre, ça ne prend pas 1 heure, ça prend 1 seconde. Si cette action de nettoyage cible principalement ce dépotoir improvisé, Agnès de l'association Mata Tohora avait pour mission de repérer les déchets sous l'eau, à quelques mètres seulement d'une plage très fréquentée. Car la nuisance de ces déchets ne s'arrête pas aux portes de la nature. Il ne faut pas s'étonner si la santé aussi humaine se dégrade, puisqu'en fait, en dégradant notre environnement, on dégrade nous-mêmes notre propre santé. Donc là, en voyant toutes ces batteries dans l'eau, j'avoue que je me suis dit, il ne faut pas que je boive la tasse. Loin des podiums, Ereia et Temanava ont participé spontanément à cette action. Malgré ce triste constat, elles veulent croire en une prise de conscience des futures générations. Autour de moi, je vois beaucoup de personnes qui se mobilisent pour ce genre d'action, ou bien pour l'environnement, dans l'écologie, ou dans le tourisme durable. Donc oui, je pense qu'à partir du moment où tu mets un pied dans ce monde, je pense que tu découvres plein de personnes qui sont dans le même monde que toi aussi, donc oui. Et on est surtout tous concernés, donc forcément il faut qu'on passe à l'action. Moi c'est quelque chose que je me dis, c'est que je voyais beaucoup ça sur les réseaux, mais en passant à l'action, tu te remets en question sur ta propre façon de consommer. Pour la coordinatrice de l'opération, cette action est un éternel recommencement, au vu des montagnes de déchets encore collectés sur ce site par ces bénévoles. Un espace de plusieurs hectares appartenant pourtant au pays. Je voudrais m'adresser au pays parce que le pays, ça fait plus d'1 an que j'arrête pas de les solliciter pour leur expliquer la situation insoutenable par mes communications via les réseaux sociaux. Et ils ont fait la sourde oreille, clairement. Et je trouve ça vraiment dommage parce que là, on parle d'habitants, on parle de gens, on parle d'enfants qui vivent ici. Et c'est inadmissible qu'en 2025, on en soit là aujourd'hui. L'association ne baisse pas les bras et invite d'ores et déjà les administrés de la commune de Papara le 10 mai prochain pour une session de ramassage de déchets dans le quartier Lucky. Direction Aroué à présent, où le RSMA a ouvert ses grilles au grand public. Une journée porte ouverte et un regard de l'intérieur sur le quotidien des jeunes volontaires et des 30 formations proposées dans les 4 archipels avec un intérêt particulier sur les métiers de la sécurité, une opportunité d'être affecté sur les grands événements. On écoute Toiliki Lassier, volontaire au RSMA. Pour les Jeux Olympiques, on a pu faire affecter des stagiaires, tout en sachant qu'ils ne sont pas encore qualifiés. On les a mis dans le but d'être en formation professionnelle pour les acquérir, pour les donner de l'expérience professionnelle, mais aussi de la compétence pour pouvoir ensuite être insérés. Et le plus gros challenge, c'est que ça va continuer avec les Jeux du Pacifique en 2027. Elle se présente comme une grosse consommatrice de réseaux sociaux, mais Jessica Tran est avant tout biologiste. Entre un métier passion et les réseaux sociaux, elle a choisi de ne pas choisir, justement, et de s'assumer. La biologiste qui zozote, vous la connaissez d'abord à travers ses vidéos sur le requin, mais aussi sur le Uravena. Extrait. À Tahiti, on peut utiliser un poisson comme laxatif.
Moi c'est Jessica, la biologiste schizozote, et découvre la vie marine à Tahiti avec moi, épisode 23. Le Uravena, c'est aussi un poisson qu'on appelle le poisson purge. Il a une chair délicieuse, très grasse, mais fortement laxative. L'astuce c'est de l'imbiber de citron avant la cuisson pour limiter ses effets. Mais ça reste risqué. Et si vous avez vu le burger Uravena de Tano Meitei, c'était un très bon poisson d'avril. Parce que oui, du coup, le Uravena est à consommer avec grande précaution. Ce poisson-là, on le pêche de nuit, au large, à près de 200 mètres de profondeur avec une méthode ancestrale. On va utiliser un hameçon traditionnel appelé le pi'i, qui a un angle très précis. C'est une véritable science connue des Polynésiens depuis très longtemps et toujours pratiquée aujourd'hui, particulièrement à Rurutu et à Rimatara dans les Australes, qui eux sont des spécialistes des Uravena. Il faut savoir que c'est des prédateurs redoutables, ils remontent des profondeurs pour pouvoir chasser, car ils sont attirés par des appâts comme le hature ou le marara. Alors, est-ce que tu as déjà goûté au Uravena? Dis-le-moi en commentaire si tu as survécu. Bisous! Yorana, Jessica Tran. Yorana. Alors, ceux qui ont goûté au Uravena ont-ils fini par vous répondre? Ah oui, j'ai eu beaucoup de commentaires, des histoires très drôles de blocage pendant une semaine, des arrêts maladie qui ont duré une semaine pour aller aux toilettes. Donc oui, c'était très marrant. Ça a servi alors. Sur les réseaux sociaux, on parle plutôt mode, santé, beauté. A priori, aucun lien entre la biologie et TikTok. Alors, comment passer de l'un à l'autre? Alors déjà, les contenus mode et beauté, c'est ce que je consomme aussi et j'adore. Et c'est vrai que je trouvais qu'il manquait des vidéos de biologie marine, mais aussi de culture maori. Et moi, l'idée, c'était d'apporter un contenu que je voulais consommer, mais aussi qui me ressemblait. Alors on va le voir, il y a plusieurs messages derrière cette exposition sur les réseaux sociaux. Le défi, justement, c'est de parler de façon simple. Alors, comment est-ce qu'on fait, justement, dans le détail? Et comment on sait que le message est passé? Alors, c'est tout l'exercice de vulgarisation scientifique. En fait, on va traduire une expertise scientifique en un message clair, simple, qui sera compris de tous. Du coup, moi, je suis biologiste marin en bureau d'études PTIP-UTA. Et l'idée, c'est d'utiliser les réseaux pour apporter une expertise légère que des personnes de tout âge et tout milieu social pourra comprendre. Et en fait, cet exercice, il va permettre aussi à mieux connaître pour mieux protéger. Et comment on voit que ça a bien marché, que le message est bien passé? Il y a des petits indicateurs. Déjà, il y a beaucoup de collaborations. Donc, je travaille avec beaucoup d'experts dans l'environnement marin ou dans la culture. Et je travaille aussi avec un studio audiovisuel, Studio Mappé. Et je vais aussi être invitée à des événements comme ce soir sur le plateau télévisé et des interventions dans différents événements. Alors, le requin, le Uravena, on en rit finalement. Mais il y a un thème très important derrière tout ça, nature, culture, que vous avez vraiment développé. Oui, et du coup, le but, c'est pas d'apporter un cours sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on est là pour se divertir aussi et d'apporter un ton plus léger, mais au lieu de faire qu'un cours sur la biologie marine, c'est aussi de faire la promotion de la culture maori, qui est vraiment super important, et d'avoir un angle en fait on va pas juste parler du requin, par exemple, dans mes vidéos, on va aussi parler du concept culturel de Taura, qui est vraiment très important, et du coup, j'ai apporté les deux visions, biologie marine et culture maori, dans mes petites vidéos. Est-ce que les influenceurs peuvent vraiment influencer les consciences en matière d'environnement ? Oui, bien sûr, et je trouve que c'est un canal d'information qui est de plus en plus exploité et qui se développe énormément aujourd'hui. Et ça, on le voit, on utilise beaucoup les influenceurs qui ont une proximité avec le grand public pour faire passer des messages. Et je dirais même que c'est un devoir, avec cette visibilité, d'appeler à la protection de l'environnement, à la fédération de personnes autour d'une même cause. Et ça, je pense que les créateurs de contenus locaux, ils l'ont très bien compris. Alors, on parlait de plusieurs messages derrière tout ça. Vous avez voulu vous exposer avec tout ce qui vous constitue. Vous vous êtes vous-même surnommée la biologiste schizozote. Ça ne vient pas des médias. Ça veut dire qu'il y a un message qui est plus profond sur le savoir-être. Oui, complètement. Alors, j'ai plus précisément un schlintement. Donc, c'est une petite particularité de voix qui m'a longtemps freinée avant de commencer à faire des vidéos. Et en fait... Et qui a provoqué des moqueries au départ. Ah oui, complètement. Et du coup, le fait de m'appeler la biologiste schizozote, c'est une manière aussi de prendre confiance en moi et de désamorcer ces moqueries et cette exposition qu'il faut assumer au bout d'un moment. Et c'est aussi un message fort j'ai beaucoup de messages d'adolescents qui ont des particularités de voix et qui n'osent pas parler de leur passion, de faire ce qu'ils aiment par rapport à ça, qui peut être un frein. Et chez qui ça a résonné ? Complètement, ça a résonné en eux. Et du coup, si je peux inspirer ces jeunes à assumer leur voix, leurs différences et dans ce qu'ils aiment, alors j'ai tout gagné.
Qu'est-ce qui est plus important, Jessica Tran, aujourd'hui, après ces années comme influenceuse ou comme créatrice de contenu, c'est d'assumer ce qu'on fait ou d'assumer ce qu'on est? Alors pour moi, le plus important, c'est d'assumer ce qu'on est, qui est déjà plus difficile. Et en fait, à partir du moment où on embrasse la personne qu'on est avec nos différences, la manière unique qu'on est d'être, en fait, ça va permettre, ça va découler, ça va être tout naturellement, on va assumer ce qu'on va faire, on va s'engager dans des actions qui nous correspondent, mais ça part d'un amour envers soi-même. Et quel sera le thème de la prochaine vidéo, si on peut avoir cette indiscrétion ce soir? Oui, et du coup, on va parler de licorne sous-marine. Voilà, je ne laisse que un petit indice. Un indice. Merci beaucoup, Jessica Tran, d'avoir accepté notre invitation. Merci. À présent, des nouvelles de nos Tikitoa à l'entraînement aujourd'hui, suite au match disputé ce vendredi contre le Japon. Bilan, une défaite, mais aussi des satisfactions pour les hommes de Teva Zaveroni et le goût de l'apprentissage à quelques jours du début du mondial. Lors de la séance au stade de Anse Royal, il était question d'entraînement et de stratégie, comme nous l'explique le gardien des Tikitoa, Jonathan Toroiha. Ouais, donc on a fait un bon match de préparation contre l'équipe du Japon, qui était une très belle équipe. Notre premier match depuis la Suisse, c'était pas évident de faire des matchs en Arabie Saoudite, mais on a vu de belles choses hier, en tout cas. C'est le premier tiers-temps. Après, comme on dit, on était en match de préparation. Fallait pas s'emballer, il fallait pas aussi non plus trop se focaliser sur ce match. On sait qu'on a encore notre match contre la Mauritanie pour finir encore les derniers détails. Voilà, je pense qu'on va répéter encore nos gammes aujourd'hui et voir ce qu'il faut peaufiner par rapport au match d'hier pour pouvoir préparer la Coupe du Monde. Voilà, c'est la fin de ce journal. N'oubliez pas, 19h25, TNTV vous propose ce témoignage exceptionnel, celui de Destiny. Cette Polynésienne incarne l'espoir d'une nouvelle vie après un accident de voiture. 19h35, The Voice. Place à la demi-finale. Excellente soirée sur TNTV et à demain. Merci. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.